Actuelle, nous sommes en compagnie de Sylvie Lebon de Beauvoir. Vous êtes professeure de philosophie et éditrice, fille adoptive de Simone de Beauvoir. Vous êtes l'auteur de l'album Simone de Beauvoir, publié avec les mémoires de Simone de Beauvoir à la Pléiade. Vous préfacez également l'édition manuscrite du Deuxième Sexe, paru également hier aux éditions Les Saints-Pères. Et puis, à côté de vous se trouve Geneviève Fraisse. Bonjour Geneviève Fraisse, vous êtes philosophe, historienne de la pensée féministe, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous êtes l'auteur notamment du Privilège de Simone de Beauvoir qui vient d'être réédité chez Gallimard en poche. Du jour est Gabriel Cluzel, vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Boulevard Voltaire, vous écrivez dans Monde et Vie, une chronique hebdomadaire dans Famille chrétienne et vous venez pour la présentation de votre livre Adieu Simone, les dernières heures du féminisme qui paraît aujourd'hui aux éditions Centurion. On va entendre la voix de Simone de Beauvoir évoquer la condition des femmes. Maintenant qu'il y a la contraception, maintenant qu'il y a en partie l'avortement, maintenant que les femmes refusent les tabous sexuels et se disent, en tout cas une grande partie d'entre elles, sexuellement libres. Les hommes en profitent pour leur imposer, pour ainsi dire, de coucher avec eux. En leur disant, mais comment, voyons, il n'y a aucune raison pour... C'est pourquoi les viols, je crois, sont beaucoup plus fréquents aujourd'hui qu'autrefois, ou ces brutalités dont je vous parlais, qui peuvent s'exercer même dans la rue. Mais comment, voyons, pourquoi tu n'es pas vraiment une femme libre si tu ne veux pas coucher avec moi, puisque tu es libre ou tu ne l'es pas. Mais la liberté, c'est pas forcément de coucher avec tout le monde, loin de là. Alors, il y a là un abus aussi du côté des hommes, qui fait que les conquêtes des femmes se retournent très facilement contre elles. La voix de Simone de Beauvoir, c'était le 6 avril 1975, Sylvie Lebon de Beauvoir. Il y a quelque chose de prophétique dans cet extrait. Oui, extraordinaire d'entendre ça aujourd'hui. Comme s'il y avait en effet une obligation sexuelle chez les femmes libres. Je pense que tout à l'heure, on avait dit que Simone de Beauvoir avait découvert que le monde n'était pas ce qu'on lui avait promis. Eh bien, parmi les inégalités, justement, et les oppressions, ce qu'elle a découvert, et c'est ça la force des choses, ce qu'elle a découvert, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et ça... La femme, est bien sûr, est à égalité avec l'homme, mais sur le plan de l'intelligence, sur le plan de la force physique, personne ne remet en cause que les hommes, si vous faites un match de boxe, je pense que les femmes seront KO. Un homme et une femme ne sont pas interchangeables. Oui, à Cologne, ce sont des femmes qui se sont fait violer et pas des hommes. Il y a un certain nombre de domaines où l'homme et la femme restent rigoureusement différents et je pense que ça saute aux yeux de tout le monde. Donc effectivement, si le féminisme continue à poursuivre ses chimères, il va se détruire. Ça nous ramène évidemment à son très célèbre essai « Le Deuxième Sexe ». Que vous venez donc de rééditer. On a parlé de Beauvoir, écrivaine, on va parler de Beauvoir, philosophe. Geneviève Fraisse, son poids aujourd'hui dans la pensée féministe et notamment dans des questions que vous connaissez bien, comme la question du consentement sur laquelle vous avez écrit. Alors, si on reprend là l'extrait qu'on vient d'entendre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle relie la libération sexuelle avec la fréquence des viols. C'est une piste qui a déjà été explorée, en fait, dans les années 1830 ou dans les années 1900, quand chaque fois que des femmes ont prôné l'amour libre, elles ont pu avoir en retour l'idée que les hommes en profitaient de cet amour libre. Ça a déjà été donc pointé. La seconde chose qui arrive après 1975, c'est que les féministes, et elle les soutiendra bien entendu, vont demander à ce que le viol soit dit crime et non pas délit, ce qui donnera la loi de 1980. Par rapport au débat d'aujourd'hui, il est quand même assez curieux qu'on soit obligé de se demander où est le consentement, où il n'est pas. Je cite juste une phrase d'elle qui est dans la préface au livre Le sexisme ordinaire qu'elle a préfacé en 79, où elle dit « Nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir ». Donc si on ne nomme pas, comme dans le projet de loi, la loi qui est en train d'être discutée, le viol, s'il y a agression sexuelle plus pénétration, si ça ne s'appelle pas un viol, c'est qu'on n'a pas nommé les choses. Ne pas nommer les choses est évidemment tout à fait problématique, et ce n'est pas lié, quoi qu'on veuille le dire, pour mélanger un peu les choses et rendre la confusion possible, à la question de l'âge du consentement. Oui, parce que la question de l'âge du consentement, qui est ce qui aujourd'hui fait également couler beaucoup d'encre, Geneviève Fraisse. Simone de Beauvoir s'était d'ailleurs prononcée là-dessus, mais alors il faut replacer évidemment ce débat dans l'époque. Elle parlait plutôt de 13 ans, 15 ans. Qu'en pensez-vous ? Je n'en pense...
Je n'en pense pas nécessairement quelque chose. Ce que j'en pense, c'est que le mot consentement n'est pas adapté à la situation. C'est, comme on dit en langue anglaise, irrelevant. Ce n'est pas pertinent de parler du consentement à propos des enfants. Sur la question de l'âge, je ne me prononce pas. Je veux dire, je ne suis pas une politique, je n'ai pas à donner mon avis ni à dire ce qu'il faut faire. Simplement, la question, il faut, 1, nommer le viol, 2, savoir que le consentement n'est pas une notion pertinente quand il s'agit d'enfants. C'est-à-dire que les filles, il faut les écouter, il faut les emmener dîner, il faut leur offrir des bouquets, il faut leur écrire des lettres, il faut aller au cinéma, voir des films qui leur plaisent en plus. Et à la fin, on n'est même pas sûr du résultat. Alors que, il disait un peu crûment que dans les boîtes gays, on savait pourquoi on y allait et au moins c'était clair. Eh bien, à la faveur, je pense, de la révolution sexuelle, ce mode de fonctionnement expéditif s'est étendu à la sphère hétéro. Et la dérégulation des rapports hommes-femmes et la déliquescence du mariage et la fin du formalisme, finalement, ont rendu le passage à l'acte très immédiat. Sauf que tout cela correspond au mode de fonctionnement de la sexualité masculine, mais pas féminine. Et cet écrasement des étapes intermédiaires conduit à des quiproquos sur la notion de consentement. Quand vous allez sur les blogs d'adolescentes, eh bien, il y a des filles qui disent « mais j'ai été violée, j'étais pas consentante ». Alors, elles disent par mon copain, quand même. Et les policiers appellent ça des mioles, paraît-il, parce que forcément, comme tout s'est passé très vite, le garçon pensait que c'était oui, mais en fait c'était non. Voilà. Sylvie Lebon de Beauvoir, justement, lorsqu'on allie le féminisme de Simone de Beauvoir et sa conception de la lutte politique avec là aussi une certaine pertinence dans ses jugements, puisqu'on suit dans ces volumes de la Pléiade la manière dont elle perçoit l'actualité, dont elle analyse. Quand vous en parliez avec elle, puisque vous avez longuement parlé avec elle, qu'en disait-elle ? Oui, alors, elle a écrit, n'est-ce pas, Le deuxième sexe en 1949, en théoricienne, en philosophe. C'est seulement après, en 1971, que de la théorie, elle est passée au militantisme. Et c'est là qu'elle a déclaré « Je suis devenue féministe ». Ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'il y a eu un mouvement, le MLF, qui a relayé, en somme, sa pensée théorique. Et c'est l'alliance des deux, au fond, qu'aujourd'hui on appelle féminisme. De quelles conditions écrit-elle le deuxième sexe ? Comment s'y prend-elle ? Comment se prend cette décision, puisque quand on lit les mémoires d'une jeune fille rangée, on voit donc la genèse de sa pensée philosophique, la genèse de sa pensée tout court, son rapport à la littérature. Pourquoi décide-t-elle d'écrire le deuxième sexe ? Oui, alors, en fait, après la guerre, après avoir écrit plusieurs romans, elle a eu le désir d'écrire sur soi. Et c'est là que elle découvre, entre guillemets, que pour parler d'elle, il faut d'abord qu'elle pose sur la table le fait qu'elle est une femme. Bien sûr, elle le savait, mais elle n'avait pas envisagé de façon réflexive ce que ça voulait dire dans la société et les conséquences que ça entraînait. Elle l'a dit et redit. Personnellement, elle n'a jamais souffert du fait d'être une femme. Elle a vécu sa jeunesse à une époque où les hommes autour d'elle ne lui ont jamais fait sentir qu'elle était une inférieure. Et donc, elle a pu écrire Le deuxième sexe, cette réflexion théorique, d'une façon sereine, contrairement à ce qui a été dit à la sortie, qui, vous le savez, a été un scandale. Non, rappelez-le-nous. Oui, ça a été un raz-de-marée d'une violence incroyable dans l'insulte, l'incompréhension, etc. Alors on l'a traité tout de femmes, de pauvres femmes, de femmes frustrées. Et il y a eu une violente réaction dans tout l'éventail politique, que ce soit de la gauche à la droite. Le deuxième sexe a été vilipendé. N'est-ce pas, Geneviève ? Eh bien justement, Geneviève Fraisse, vous qui avez écrit Le privilège de Simone de Beauvoir, qui permet de montrer à quel point les combats, la philosophie de Simone de Beauvoir est toujours d'actualité. Expliquez-nous. Avant de dire que c'est toujours d'actualité, ou
je vais le dire d'une certaine façon, pour reprendre les deux points, le fait qu'elle passe au féminisme collectif en 71, ce qui est très intéressant, je trouve, dans ses paroles et dans ses textes, c'est le jeu JEU qu'elle fait entre le je et le nous. Elle le fait aussi bien en 49 quand, pour écrire sur elle, ce qui est une attitude dans l'histoire de la littérature chez les femmes totalement étonnante. Elle va écrire sur toutes les femmes pour pouvoir parler d'elles-mêmes. C'est ça. Et ça, c'est passionnant. Tiens, je suis une femme. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Et c'est Sartre, d'ailleurs, c'est dans un échange avec Sartre, mais aussi, ça veut dire qu'elle fait un geste à l'envers de beaucoup d'histoires littéraires, c'est-à-dire qu'elle va parler de tout le monde avant de parler d'elle. En général, on écrit d'abord, et en 71, quand elle va rencontrer le féminisme et le mouvement de libération des femmes, elle va passer du je au nous. Et c'est très intéressant, dans un dialogue avec Alice Schwarzer, elle l'explique bien, nous les féministes, comment le je devient un nous, et je trouve ça assez clair pour elle, ce jeu entre le singulier et le pluriel. Voilà, elles veulent libérer la femme malgré elle, donc elles ont décidé que dorénavant, la femme ne pourrait plus prendre 3 ans de congé maternité, mais plus que 2 ans et demi, et les derniers 6 mois devraient être pris par le père. Alors sur le papier, c'est très joli, les utopies, c'est toujours très joli. Mais alors, elle insiste beaucoup dans ses écrits, les écrits que vous publiez, Les mémoires. de Beauvoir, et également dans ses lettres, sur le fait qu'elle est capable de réunir des choses qui sont parfois contradictoires. Je lis un extrait de la prose de Beauvoir. « Loin de souffrir de ma féminité, j'ai plutôt cumulé à partir de 20 ans les avantages des deux sexes. Je fus encouragée à écrire le deuxième sexe précisément par cette situation privilégiée. Elle m'a permis de m'exprimer en toute sérénité. » Geneviève Fraisse. Alors, peut-être je peux souligner le mot privilège, qu'on a mis cette fois-ci avec une majuscule pour la réédition du livre, pour que les gens comprennent bien que je n'analyse pas le privilège de Simone de Beauvoir, mais j'extrais de son écriture même ce mot privilège qu'elle utilise énormément, et notamment dans l'introduction du deuxième sexe, mais pas seulement, qui est un terme très étonnant pour la moitié ou la seconde partie du XXe siècle, et en même temps très clair chez elle, puisque elle va décrire sa propre position par rapport à ça. Mais le privilège, c'est aussi le privilège de partager. Hein, c'est pas seulement le prix, c'est ce qui lui permet, ce qu'on appellerait aujourd'hui le savoir situé. Elle analyse là où elle se trouve pour pouvoir parler d'elle et pour pouvoir parler des femmes. Et ce mot privilège qu'elle emploie tout le temps, elle l'emploie pas d'ailleurs uniquement au singulier. Elle dit nous sommes plusieurs privilégiés, c'est-à-dire celles qui ont eu accès au savoir illimité. À partir des années 20, il y a le savoir illimité, puisqu'elles passeront le même baccalauréat que les garçons et les agrégations masculines, si elles le voulaient. Et donc, dans ce cas-là, ces femmes-là, elles sont plusieurs, il y a aussi Simone Veil, deviennent, pour elles, un mot qui a un peu disparu, elles sont des camarades. Le mot camarade est très intéressant, parce qu'on le trouve aussi bien chez Simone Veil que chez Simone de Beauvoir, et c'est un mot qui est désuet désormais. Oui, elle dit toujours mes camarades en parlant des hommes qui l'entouraient à la faculté. Oui. Et Simone Veil fait pareil. Oui, camarade. C'est le mot camarade. Je pense que c'est malheureux. Il y a une mixité. Oui, que le mot camarade, disons, était connoté politiquement. Enfin. Eh bien, camarades, on va entendre à nouveau la voix de Simone de Beauvoir. Le racisme, c'est la doctrine qui pense justifier d'établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur race. Eh bien, le sexisme, c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. Nous avons commencé à parler de sexisme à propos des insultes que les hommes déversent volontiers contre les femmes. Il y a une loi qui, je crois, date de 1945 et qui interdit de traiter un homme de sale juif ou de sale bico. Et si on insulte un arabe, un juif de cette manière-là, on peut être traîné devant les tribunaux. Mais qu'on dise d'une bonne femme salope comme toutes les bonnes femmes ou hystérique comme toutes les bonnes femmes, il n'y a pas de recours. Et nous avons créé justement à quelques-unes du MLF une ligue du droit des femmes où nous essayons de lutter contre toutes les formes du sexisme. Formidable cet extrait. Avec Yvette Roudy, qui était alors ministre du droit des femmes, elle a essayé de faire passer une loi antisexiste, mais n'y sont pas parvenus.
Oui, il faut rappeler aussi que les temps modernes des 73 ont une chronique tenue par plusieurs femmes du mouvement des femmes qui ne signent pas de leur nom propre. Il faudrait revenir aussi dans le pluriel sur la question des prénoms. Moi-même, j'ai signé 2 textes dans les temps modernes avec un prénom au milieu d'autres prénoms. Et cette rubrique du sexisme ordinaire qui est magnifique, qui va sans doute d'ailleurs être rééditée, et c'est quand même l'ouverture que produit Simone de Beauvoir dans les temps modernes en 73 en inaugurant cette chronique. Elle va ouvrir les portes des temps modernes aux féministes et au mouvement des femmes, beaucoup. Il y aura aussi il y a des numéros spéciaux, Les femmes sans tête, Oui. Petite fille en éducation en 76, auquel j'ai eu la chance de contribuer, etc. C'est une pratique contre le sexisme, avant même le débat aussi sur la question de la loi. Et c'est pour ça que, comme elle dit, dévoiler c'est déjà agir, nommer le féminisme c'est déjà agir. Alors, nommer et dévoiler, ça nous mettrait tout de même dans les problèmes très actuels de MeToo, non? Absolument. Mais en même temps, le nommer dévoiler, pour moi, ça ne veut pas dire déconstruire. Ça veut dire que c'est quand même là aussi une pratique de la subversion. C'est elle qui a dit on ne naît pas femme, on le devient. Donc elle représente toute cette déconstruction de la femme, ou plutôt cette reconstruction artificielle, ce déni de nature de la femme. C'est pour ça que je citais les lieux des temps modernes aussi. C'est quand même, je ne sache pas que d'autres revues aient eu une telle pratique dans les années 70. Justement, si vous deviez nous expliquer, Sylvie Lebon de Beauvoir, dans quelle mesure les débats actuels sur le MeToo peuvent être en germe, ou en tout cas pensés grâce à Simone de Beauvoir? Oh oui, je pense qu'implicitement, ils sont pensés et qu'elle nous aide à les penser. Je peux vous dire aussi que le harcèlement sexuel que subissent les femmes ne date pas d'aujourd'hui et que nous en avons souvent parlé, justement, soit moi avec Simone de Beauvoir, soit au temps moderne précisément. Donc, qu'est-ce qu'elle en disait? Elle en disait, elle disait que c'était un obstacle quotidien pour les femmes que les hommes avaient du mal à comprendre. Moi, je lui racontais souvent ce qui m'arrivait dans la rue, en France et en Italie. On en parlait avec Sartre et il avait plus de mal à saisir. Il en riait. Oui, d'accord, c'était drôle, surtout quand c'était un curé, par exemple, dans une église à Rome, qui me passait les fesses. D'accord, c'est très drôle. Mais au-delà de ça, le problème est surtout le harcèlement sexuel au travail. Sexual harassment in the workplace, yes. Should it stop? That'd be good. Will it? Well, not at the moment it won't, because we don't know what the rules are. Do you think men and women can work in the workplace together? I don't know. Without sexual harassment? We'll see. We'll see. How many years will it take for men and women working in the workplace together? More than 40. To get a sense. We don't know what the rules are. Like what? Here's a rule. Don't How about no makeup in the workplace? Why would that be a rule? Why should you wear makeup in the workplace? Isn't that sexually provocative? No. It's not? No. Well, what is it then? What's the purpose of makeup? Some people would like to just put on makeup. Why? I don't know why. Why do you make your lips red? Because they turn red during sexual arousal. That's why. Why do you put rouge on your cheeks? Same reason. I mean, look. How about high heels? What are they what for? about high heels? What about them? They're there to exaggerate sexual attractiveness. That's what high heels do. Now, I'm not saying that people shouldn't use sexual displays in the workplace. I'm not saying that. But I am saying that that is what they're doing. And that is what they're doing. Ça, c'est... Alors, elle est évidemment contre. Alors, naturellement... on ne peut pas savoir, mais quand même, moi, je suis sûre qu'aujourd'hui, elle aurait écrit des articles sanglants sur ce sujet. Oui. Geneviève Fraisse. Par-delà la question de la dénonciation, ce qui m'apparaît important de noter quand même dans cette pratique des années 70 avec Simone de Beauvoir, c'est justement la pensée et le soutien de l'émancipation, notamment avec les fameuses émissions Sartre de 1975 qui n'auront jamais lieu quand le RTF propose à Sartre de raconter sa vie et que Sartre dit « je vais pas raconter ma vie, je vais raconter les luttes ». Pourquoi n'auront-elles pas lieu? Parce qu'on passe de la demande de raconter son histoire. Sartre dit « d'accord, mon histoire, mais je vais raconter les luttes ». Et puis d'ailleurs, Simone de Beauvoir va m'accompagner, on va raconter les luttes féministes. Et voilà que les petites féministes que nous sommes sont regroupées autour de Simone de Beauvoir pour
produire justement ces textes des années 1900 dont je parlais il y a quelques instants, pour produire tous ces textes. Elle a donc un soutien à la question de la subversion féministe qui passe par de la pensée. Je voudrais juste vous citer une petite phrase qui date aussi là d'une petite préface d'une brochure qu'on avait faite, Chronique d'une imposture, à propos des débats à l'intérieur même du féminisme. Mais ça fait partie aussi des problèmes d'aujourd'hui, les disputes qu'il y aurait entre féministes. Et voilà cette dernière phrase: il faut aider les femmes à reprendre la parole, à s'exprimer à travers leurs difficultés et même, c'est là que j'aime ça, leurs contradictions dans leurs multiples vérités. Et ce que j'aime, c'est l'expression multiples vérités. Absolument. Une fois de plus, elle a une écriture au-dessus. Elle dit pas vérité multiple, ce qui serait du relativisme. Elle dit multiples vérités. Oui. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a à la fois le un et le multiple qui vont ensemble. Non, mais je crois que le féminisme a voulu libérer la femme d'elle-même, c'est-à-dire la nier. Je pense qu'il est temps que la femme se libère elle-même et se libère notamment du féminisme. Je crois au contraire que c'est une bonne chose. La voie est libre. Elle va pouvoir redécouvrir qui elle est et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais le seul bémol est que par ses insuffisances, par ses aveuglements volontaires et involontaires, le féminisme a mis en danger quand même la femme. Je pense à l'islam, on le voit, qu'on a laissé courir là. C'est là où je trouve qu'elle a une écriture d'une puissance tout à fait extraordinaire et qui est affirmative et pas seulement... Elle n'est pas dans la dénonciation, elle est dans l'affirmation. Il y a une Simone de Beauvoir qui pense le féminisme, il y a aussi une Simone de Beauvoir qui pense la politique, et on la voit très bien dans ses textes qui sont édités. Elle ne cache rien de ses erreurs, de ses pertinences. Également, par exemple, elle évoque son séjour avec Sartre à Berlin dans les années 30. Elle dit « Nous refusions de toucher à la roue de l'histoire, mais nous voulions croire qu'elle tournait dans le bon sens, sinon nous aurions eu trop de choses à remettre en question ». Elle ne cache rien sur son erreur. Pendant leur jeunesse, disons jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, elle et Sartre ont été apolitiques. Ils étaient de cœur, c'était des, anarchistes de cœur. Par exemple, ils ont été absolument pour le Front populaire, mais toujours de cœur. Et ils n'étaient pas du tout impliqués dans aucune action. Ils ne votaient pas et ils méprisaient la politique politicarde. Les féministes, avant la femme, soutiennent la gauche. Pour dire ça rapidement. Donc c'est toute cette idéologie de gauche qui les intéresse en premier chef avant la femme. Caroline de Haas, avant oser le féminisme, c'est surtout oser le carriérisme. C'est des femmes qui font carrière à gauche et qui sont propulsées plus ou moins par le féminisme. Donc le sujet des femmes est assez secondaire. Il faut d'abord soutenir les idées de gauche. Et en la matière, on ne va quand même pas froisser ce prolétariat de substitution qui est l'immigration. Donc surtout, on reste extrêmement tolérant, indulgent, tout ce que l'on veut. Alors, ce qui a fait basculer complètement les choses et le grand virage dans l'existence de Simone de Beauvoir, c'est précisément la guerre. Et à partir de la Libération, c'est vraiment l'engagement sous toutes ses formes et pour toute sa vie. C'est l'engagement dans la guerre d'Algérie, dans la guerre du Vietnam, dans le féminisme, etc. Je me place simplement du point de vue de la femme et je constate que le féminisme qui prétend défendre la femme en réalité fait passer cette défense au second plan. Elle a une idéologie qui le porte, qui est bien supérieure à cette défense de la femme pour elle, et de ce fait elle devient une menace pour la condition féminine. Et d'ailleurs à un moment elle le dit en substance, elle dit « Je me suis libérée du piège de l'abstraction ». Oui, et ça aussi, ça venait de son éducation bourgeoise, idéaliste, et elle a découvert précisément la vérité du monde. Oui, sur Geneviève Fraisse. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la question de la reconnaissance des erreurs. Parce que aussi, quand elle dit par exemple sur la guerre, quand elle parle de la guerre d'Algérie, mais aussi, par exemple, précisément à propos du deuxième sexe, elle a un chapitre qui est vraiment très très problématique sur la question de l'histoire du féminisme, où elle dit beaucoup de mal de l'histoire du féminisme. J'ai repris cette analyse il y a très longtemps, et quand elle arrive en 70-71, et quand on va faire ces fameuses réunions pour les émissions Sartre, elle est là pour
tout vouloir entendre de ce qu'a été cette histoire du féminisme. C'est-à-dire, elle a défendu l'historicité, elle a défendu le devenir femme, donc le mot devenir, qui est le mot le plus important, et en même temps, elle avait écarté l'histoire du féminisme. Et donc elle peut être dans cette contradiction, d'une part d'avoir écarté l'histoire du féminisme et de vouloir l'historicité, et d'autre part après de reconnaître que sur l'histoire du féminisme, il fallait maintenant l'accompagner, ce qu'elle a fait. En reconnaissance de ses erreurs, il faut aussi reconnaître ses pertinences. Je parlais de sa prescience d'un jugement sûr, par exemple, sur Mao, sur le petit livre rouge, sur ces choses-là. Elle ne s'est pas trompée. Elle a dit que le petit livre rouge était d'une grande platitude, sur le stalinisme. D'une certaine manière, elle a été beaucoup plus juste et clairvoyante que Sartre sur le politique. Ça venait peut-être de son recul plus grand par rapport à la politique, par rapport à Sartre. Oui, elle a été très vite très critique. Par exemple, regardez pour Cuba. Elle a vu très vite que Cuba cessait d'être une terre de liberté, etc. Oui, en même temps, c'est anecdotique, mais en même temps important historiquement. Quand je me suis retrouvée en 2008 dans les pays baltes, je veux dire, dans les pays baltes, il y a une certaine colère par rapport à la façon dont ils ont laissé passer le stalinisme et ont voyagé. Là, ça reste, il y a même un livre là-dessus, ça reste un sujet d'une sensibilité extrême. On peut retrouver donc Simone de Beauvoir grâce à vous, Sylvie Lebon de Beauvoir. On a donc la possibilité d'avoir ces 2 tomes de la Pléiade. De mémoire, oui. L'album, donc Simone de Beauvoir. Et puis également le manuscrit du Deuxième Sexe qui est paru aux éditions Les Saints-Pères. Et puis votre livre, Geneviève Fraisse, Le privilège de Simone de Beauvoir, qui est publié en folio essai. The devil's in the details with regards to equality, because I'm an advocate of equality of opportunity. But and I think outcomes. the idea outcomes, that's an appalling doctrine. Why? All right. Simone, superstar. T-shirt, sac, poster et turban, bien sûr. Dans les nouveaux mouvements féministes et particulièrement aux États-Unis, Simone de Beauvoir est devenue une sorte de Tché. En un visage, tout est dit ou rien. Pourtant, comme le relève la romancière Camille Laurence, cette phrase extraite de Tout compte fait alerte sur les dangers réducteurs du mythe. Dissiper les mystifications, dire la vérité, c'est l'un des buts que j'ai le plus obstinément poursuivi à travers mes livres, écrit Simone de Beauvoir dans cet avant-dernier volume des Mémoires publié en 1972. Simone de Beauvoir, mystifiée, marketée, devenue un engagement prêt à porter et prêt à poster sur Internet. C'est a priori la complexité d'une œuvre et d'une vie qui se referment. Et cette publication, dans la Pléiade, nous donne l'occasion, si nous en manquions, de réouvrir le cycle mémoriel. Le paradoxe, c'est que ce piège de l'incarnation, Simone de Beauvoir l'avait tendu elle-même en donnant corps à la cause. Comme le souligne Jean-Louis Janel, professeur de littérature à l'université de Rouen, chargé de l'édition à la Pléiade, les féministes anglo-saxonnes ont bien montré qu'elles infléchissent la pensée de Sartre en posant la question de l'existentialisme d'un point de vue incarné. Qu'est-ce qu'une femme? Et cette philosophie au je, puis au nous, dont vous parliez, Geneviève Fraisse, est une révolution théorique. L'incarnation comme force se transformerait-elle aujourd'hui en faiblesse, réduisant l'étendue de son héritage à quelques slogans, prêtant le flanc à ceux qui minimisent sa pensée et ses écrits. L'économiste Alain Minck, par exemple. Écoutez-le dans cette grande traversée sur France Culture, ça pique. Simone de Beauvoir est une bourgeoise revêche, raide, dont l'apport intellectuel n'a jamais été immense. Qu'est-ce qu'elle a été? Un romancier décent. Elle a senti quelque chose avec le féminisme, mais elle a plutôt incarné par le hasard des choses. Oui, justement, Simone de Beauvoir n'incarne pas par le hasard des choses le féminisme. Et si cette nouvelle Simone Mania est intéressante, c'est que même simplificatrice, au fond, elle réouvre aussi le champ des interprétations. Là où une continuité, mais aussi une distance, pouvait se jouer avec le MLF des années 70, les néo-féministes reviennent à la source Beauvoir pour asseoir leurs engagements actuels. On ne naît pas femme, on le devient,
devient justement une clé pour une icône transsexuelle comme Caitlyn Jenner, qui a fait la couverture de Vanity Fair. Et cette pensée univoque, donc ce prêt-à-penser, passe en même temps que le prêt-à-porter. Donc on va adopter les deux en même temps. Alors moi j'ai un exemple, c'est celui, je le cite dans mon livre, celui de la Manif pour tous. Il n'y avait pas eu un son discordant sur ce sujet-là. Alors, elle faisait un dossier sur les people homo et Marie-Claire sur, je ne sais plus, un couple de lesbiennes fantastiques ou l'inverse, je ne sais plus. Enfin, on avait l'impression qu'à la Manif pour tous, il n'y avait que des hommes. Il n'y avait pas que des hommes. Bon, donc on voit bien que c'est une pensée univoque et qui ne représente pas la femme telle qu'elle est. Une femme qui n'a pas peur des hommes leur fait peur, résonne sur les réseaux dans la vague post-MeToo, vague antiféministe. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question, s'inscrit sur les pancartes des marches des femmes. Simone de Beauvoir est peut-être devenue un logo au XXIe siècle, mais s'affirme comme le logos du nouveau féminisme. Une remise en cause idéologique qu'elles ne sont pas prêtes à faire. Alors, je vous épargne la suite parce que on va pas, sinon je vais vous garder toute la nuit. Mais je voudrais parler aussi de cette dernière incohérence qui me paraît prégnante et qui, je pense, sur lequel va se fracasser le féminisme et sur lequel il est en train, en fait, de se fracasser, c'est-à-dire le féminisme et l'islam. En février 2010, un article de Marianne, qui est plutôt pas spécialement un journal chrétien, qui était intitulé « Voile, les indignations sélectives des féministes françaises ». Il relevait, donc c'était il y a 6 ans. Le journaliste disait « Celles qui naguère brûlaient les soutiens-gorge considèrent-elles que le hijab est inifugé ? D'où vient donc que les féministes françaises se sentent gênées aux entournures lorsqu'il est question de voile ? Craignent-elles de passer pour islamophobes si elles s'en prennent au voile ? Les mêmes, il y a quelques années, ne craignaient pas tant les catholiques. Et c'est vrai que les féministes ont beaucoup accusé les catholiques. Nuit à la condition féminine. Et pourtant, je crois qu'il faut vraiment arrêter avec ça, parce que s'il y a une religion qui a permis à la femme de relever la tête, c'est bien celle-là. Voilà. Mais il n'empêche que c'est Saint Paul qui a dit « Il n'y a ni homme ni femme, tous sont égaux sous le regard de Dieu ». Nos sociétés occidentales, qui n'ont pas été exemptes de misogynie sans doute, mais avec plus ou moins de force selon les siècles, mais cette misogynie n'a pas existé à cause de la religion chrétienne, mais bien malgré elle. On reprend toujours cette phrase de Chesterton que maintenant on applique un peu à toutes les sauces, mais on dit je ne sais pas quelle telle chose, c'est une vertu chrétienne devenue folle. Et ben le féminisme, c'est exactement ça, c'est une vertu chrétienne devenue folle. Elle s'est née sur un terreau spécifiquement chrétien. D'ailleurs, on voit que Simone de Beauvoir était quand même prêtrise de christianisme, de culture chrétienne, même si elle s'y est opposée, parce que sa phrase, d'ailleurs, on n'est pas femme, on le devient, ressemble à celle de Tertullien, on n'est pas chrétien, on le devient. Simone de Beauvoir avait reçu une éducation absolument chrétienne, même si elle s'y est opposée. Et comme Simone de Beauvoir, le féminisme était pétri de christianisme et il s'y est opposé. Et il s'est modelé sans doute un peu contre l'Église, mais néanmoins, il a fonctionné avec le même logiciel. On peut faire d'ailleurs un parallèle avec la laïcité. Vous savez, on dit finalement c'est le christianisme qui a inventé la laïcité avec il faut rendre à César ce qui est à César. Maintenant la laïcité s'y est opposée, mais finalement elle s'est modelée contre elle s'est adossée à elle, et surtout elle arrive à tenir les chrétiens puisqu'ils parlent la même langue finalement, et on peut dire la même chose du féminisme. En revanche, avec l'islam c'est un peu plus compliqué, donc on essaie de faire rentrer l'islam dans... Pourquoi ce serait bien orgueilleux d'imaginer que ces populations qui arrivent avec leur conception de la femme, avec leur regard de la femme, vont poser leurs mœurs à la frontière comme des vieux godillots sales pour endosser les nôtres dans cette camisole de force, ou en tout cas dans ce moule qu'on avait créé pour le catholicisme. Et évidemment, ça ne fonctionne pas. Un certain nombre de choses qui se passent actuellement auraient pu être prévenues. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit bien sûr... Alors, de ce harcèlement de rue, j'en ai parlé tout à l'heure, il y est lié pour part à la libération sexuelle, mais aussi...
dans certains quartiers, il faut le dire, parce que ce serait pas être en vérité que de ne pas le dire, par la présence d'une population alloctone qui n'a pas le même regard sur la femme. On l'a vu par exemple en Allemagne, et on le voit aussi. Il faut savoir que Caroline de Haas, fondatrice du mouvement Oser le féminisme, n'a pas voulu en entendre parler. Elle a dit dans un tweet... ceux qui me disent que les agressions en Allemagne sont dues à l'arrivée de migrants, allez déverser votre merde raciste ailleurs, vous voyez, c'est classe. Et bon, donc elle voulait vraiment pas le voir. Et puis ensuite, elle a même dénoncé François Fillon, qui avait dit à l'époque il n'avait pas la notoriété qu'il a actuellement, mais il avait dit: faut-il rappeler aux sauvages qu'en Europe, les femmes ne sont pas des objets qu'on violente et qu'on couvre de noir. Il avait tweeté ça après les événements de Cologne. Alors Caroline de Haas avait dit: je viens de signaler le tweet de François Fillon pour incitation à la haine raciale. Mais elle est là pour défendre les femmes, pas pour qu'elle laisse donc ce registre-là à d'autres. Donc vous voyez qu'elle ne joue pas sa partition, elle joue clairement une partition autre politique qui n'est pas la sienne, encore une fois. Alors, violenter les femmes, si ce n'est pas de la sauvagerie, je ne sais pas ce que c'est pas une activité récréative ou un sport de contact. Donc, on voit qu'elles ne veulent pas s'occuper de ces soucis-là. En fait, la défense des droits de la femme s'arrête là où commencent des priorités bien supérieures pour la gauche, qui entend donc ménager son électorat. Mais, et puis par ailleurs, elles ont, en faisant table rase de tout un bagage culturel et civilisationnel, peut-on dire, eh bien, elles ont laissé la femme seule et démunie, et elles ont permis l'arrivée de l'islam parmi les femmes. Moi, je remarque que les mots pudeur, alors sont réapparus de façon caricaturale, mais ils avaient disparu et ils sont réapparus. Voilà, donc signe sans doute que certaines femmes les attendaient peut-être. De la même façon, quand on voit la façon dont les djihadistes recrutent sur les sites spécialisés, c'est un petit peu basique, mais c'est dans un registre extrêmement, féminin, de clichés féminins. C'est-à-dire que les jeunes filles, on dit aux jeunes filles qu'elles épouseront de valeureux guerriers, qu'elles seront le repos du guerrier, qu'elles seront la mère de ses enfants, puis qu'elles soigneront les blessés. Ça correspond à une imagerie féminine qui a été, éradiquée par le féminisme et qui a laissé un vide. Donc, on voit que le féminisme a laissé la femme démunie et proie facile pour cet islam radical qui arrive.